Racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé aux usines cet été quand vous vous êtes vus sur la photo. Oui, on est allé pour voir l'exposition en se promenant, pour voir. Je me suis vue sur une photo avec certaines personnes, des ouvrières comme moi. Oui, c'est une surprise, quoi. Ça m'a fait un petit choc parce que de revoir tout ça, quoi. De revoir l'usine, de revoir les presses, de revoir des anciens qui étaient là. C'est que de bons souvenirs. Le lièvre Janine, je vais sur 80 ans. Vous êtes arrivé aux usines de Navarre en quelle année? Le 18 mars 1963. J'ai fait presque toute ma carrière dans le bâtiment des abeilles. Et puis de l'autre côté, c'était la précision. Puis derrière, c'était les anneaux. Puis les artifices, derrière encore, l'atelier de découpage. Donc il y avait toutes les presses. Comment vous êtes arrivé aux usines alors? Mon mari travaillait à l'usine de Navarre. C'est lui qui m'a fait entrer à l'usine. Et lui, il faisait quoi aux usines? Lamineur. Il a travaillé 40 ans. Oui, 40 ans. Il est décédé, ça fait 20 ans. Usine de Navarre. La société est implantée à la sortie sud-ouest d'Évreux. Une activité industrielle existait sur le site depuis la moitié du 19e siècle. Fabrication de petits articles métalliques. Et c'est en 1895 que l'entreprise est née sous sa forme juridique actuelle, fondée par M. Henri Fauché. Le début de ce siècle a vu le passage de l'activité purement manufacturière à une activité métallurgique lourde avec la création d'une fonderie de laiton et d'un atelier de laminage à chaud et à froid de bandes de laiton. Vous êtes rentrée en tant que quoi là-bas? Ouvrière sur presse. Pour faire les dés à coudre, faire les charnières, des pommelles, des anneaux, des rivets, toutes sortes de pièces. J'ai fait l'emboutissage, les anneaux, les artifices, les ateliers de découpage. Les artifices, c'est quoi? C'est des ateliers, c'est les rouleaux de cuivre ou de fer. Et puis on passe sous les presses et on découpe les pièces. Rectangle de granit et monument de briques et longs murs noirs durant des lieux, immensément par les banlieues, et sur les toits, dans le brouillard, aiguillonnés de fer et de paratonnerres, les cheminées, se regardant de leurs yeux noirs et symétriques par la banlieue à l'infini, ronflent le jour, la nuit, les usines et les fabriques. J'étais embauché en 1960 et j'en suis parti en 1986. C'est le duc de Bouillon qui avait des terrains dans le coin, qui a cédé des terrains. Donc il a construit une usine pour faire en particulier des dés à coudre, des aiguilles, choses comme ça. Comme il était au bord de Lyton, il y a l'hydraulique pour faire tourner les machines. Ce monsieur, à un moment donné, il a pris sa retraite et comme il n'avait pas d'enfant, il avait son ingénieur, M. Fauché, qui a repris après lui. Et c'est là que sont apparus les Dupouget, parce que c'est une fille Dupouget qui s'est mariée à M. Fauché. C'est comme ça que les Dupouget sont arrivés comme propriétaires et patrons de l'usine. Oh, j'ai adoré cette époque. Quand j'ai commencé à travailler, l'horaire c'était 48 heures par semaine. Moi, l'entretien c'était 48 plus 5. On avait 3 semaines de congés payés, bloqués sur août. Tout le monde étant parti en vacances, les équipes d'entretien étaient là pour faire de la maintenance des machines. Mais quand je dis ça aux jeunes, oh là là, non, attendez, on n'avait pas le stress que les gens ont maintenant. Cette usine date quand même des années 1840. C'était l'usine de Navarre. Il y a une partie où ils avaient entreposé les rails et les traverses de chemin de fer pour la ligne Paris-Cherbourg. Et donc le patron de l'époque avait racheté ce bâtiment et c'est pour ça que ça s'appelle maintenant les usines de Navarre. Là, c'était l'infirmerie. Là, c'est ce qui servait de buanderie. Et là, c'était le vestiaire des laminoirs. Vous aviez donc cette cheminée-là parce que à cette époque-là, c'était tout au charbon.
Et c'était alimenté par une grande... J'ai connu moi d'ailleurs, hein, la grande... C'était une grande roue. Hein. Et là, vous aviez donc là ce qu'on appelait le bureau du magasin laiton, donc c'est-à-dire ça. Et là, c'était le bureau du directeur avec tous ses sbires. Ça, c'était des gens qui n'étaient pas des ouvriers. Hein. Évidemment, ça avait déjà subi des modifications. Alors, à l'origine, l'usine Navarre est fabriquée surtout de la mercerie, des épingles, des dés à coudre. Après, ils ont installé donc des ateliers pour faire du laiton, fonderie, préfilage, laminage. Je vais repartir, moi, à partir de 1945. 1945, la France est détruite, mais pas l'usine de Navarre. Donc on continue, comme avant. Et il y a un des bâtiments les plus vieux, c'est ce qu'on appelle le bâtiment aux abeilles. Parce que ces terrains appartenaient à Joséphine de Beauharnais. Elle les a vendus et les abeilles étaient le symbole de Napoléon Ier. L'abeille, emblème des usines de Navarre. Symbole d'immortalité et de résurrection, l'abeille était l'emblème de la royauté dès les Mérovingiens. Napoléon reprit cette symbolique afin de rattacher l'Empire aux origines de la monarchie française. L'abeille incarne également l'activité laborieuse et la fécondité. Alors moi j'ai connu ce bâtiment avec les portes qui étaient complètement usées comme ça. Ah oui, parce que avec les mains, les bagues complètement usées. Le sol, il y avait des briques. Il y a des briques, une brique, ça fait 5 cm. À certains endroits, la brique faisait plus qu'1 cm, 1 cm et demi. L'usure, parce qu'à l'époque, il y avait des sabots. Par contre, dans cet atelier-là, le sol était en bois. C'était des carreaux de bois pour absorber l'huile. Et ça ne glissait pas. Voilà, ça c'est le plus vieux bâtiment de l'usine. Voilà le bâtiment aux abeilles. On faisait d'ailleurs de la mercerie, c'était l'atelier qu'on appelait les PP, petits produits, qui sont devenus produits manufacturés. Alors là, on faisait ici dans l'atelier ce qu'on appelait la précision, on faisait des outils pour fabriquer ces pièces. Donc on faisait des dés à coudre, bien sûr. On travaillait pour Citroën, on travaillait pour Marjorie, hein, on faisait aussi de la sous-traitance, mais on faisait aussi des pommelles, des lampes pigeon, lampes pétrole. Vous voyez, que je vous disais, c'est une lampe abeille. Wow. C'est pas une lampe pigeon. Mais c'est exactement pareil, à part que c'était marqué pigeon dessus. Et c'est là, on les a fait électriques, on les a modernisés. Avec le variateur. Ah oui, oui, on a vendu pas mal. On a vendu beaucoup de réchauds en Iran, là-bas. Alors, on se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça. Parce que les réchauds, un poussoir pour activer le pétrole, puis après on allume, puis on fait cuire leur thé, leur... Et vous n'aurez jamais à quoi ils s'en servaient. Des mines personnelles. Vu qu'il y avait un poussoir, donc ils mettaient ce qu'il fallait dedans, l'explosif, des trucs comme ça, ils mettaient le poussoir en l'air comme ça, et quand quelqu'un marchait dessus, ou un camion, ou un char, boum, on l'a su bien longtemps après. À l'époque, il y avait, que je ne vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, il y avait 5 ateliers. Il y avait ce qu'on appelait le feuillard, où il abinait de l'acier. Il y avait le barreau, où il tréfilait du laiton, par exemple pour faire des cadenas. Il y avait la fonderie, pour faire les billettes pour le barreau. Il y avait le laminoir laiton. Et il y avait, là où j'étais, moi, aux petits produits. Les petits produits, c'était les lampes, les dés à coudre, j'en passe les meilleurs. Et c'est là que j'ai commencé mon travail. Et à l'époque, on avait 5-10 minutes de fou rire, on se marrait. Ah là, ça éclatait, là. Ah, fallait voir. Mais au bout de 10 minutes, hop, on partait au boulot. Alors il y en a qui s'amusaient à faire des lanceurs de flammes, vous savez, comme dans les cirques là. Alors ils prenaient de l'acétylène, des réchauds, ils mettaient de l'acétylène à la bouche, une allumette, hop. On a eu à une époque, on a eu des Russes aussi qui sont venus travailler un petit peu. Alors eux, ils se saoulaient à l'acétone. Ah oui. Ah bah attendez, la fanfare. Alors ils jouaient le samedi, dimanche, mais l'entraînement se faisait dans l'usine. Tous les jours, on s'arrêtait pendant 1 heure, puis dans l'atelier, ils entraînaient. Ah oui. Ben là, c'était une usine de fonderie laiton. Hein. On a la matière première, c'est du zinc, du cuivre, du laiton et du laiton. Puis après, vous l'enrichissez selon la demande du client. Il y a du MC, du MPD, voilà. Après, ça marche en tonneur, en cuivre. Plus le cuivre est riche, plus c'est cher. Puis après, il y a les impuretés. Il a fallu écurer le four. Il est pratiquement le mettre à vide. Donc là, on marchait avec, c'est là, je m'en souviens bien, c'était 2,8 tonnes de cuivre,
2 tonnes de zinc, 30 kilos de plomb. Et après, il fallait prendre une analyse, l'emmener au spectromètre, analyser le spectro. S'il n'y avait pas assez de cuivre, on remettait du cuivre. Ou l'inverse, s'il y avait trop de cuivre, on remettait du zinc. S'il n'y avait pas assez de plomb, on remettait du plomb. Pour arriver dans la fourchette. Et les gens du labo, le matin, quand ils arrivaient à 7h30, ils analysaient. Si c'était pas bon, tout ce que les gars avaient fait dans la nuit, au rebut. Et on remettait ça au four. Une fonte faisait 4 tonnes 8. Donc les gars, ils faisaient 4 tournées à la nuit. Donc vous faites le calcul. Si c'était pas bon, c'était au rebut. Puis après, les gars, ils allaient faire leur échantillon. Ils voyaient que c'était pas bon. Et ils dosaient selon ce qu'il fallait remettre dedans. On leur donnait les formules par rapport à ce qu'il fallait mettre. Parce que là, c'était secret, les formules. Et cette photo-là, c'est les greniers, là-haut. Et dans les greniers, à une époque, il y avait aussi des ouvrières, des ouvriers. Parce qu'en 1905, il y avait 1000 personnes qui travaillaient dans l'usine. Et donc là, en haut, quand les ouvriers ont disparu, c'était des greniers à suure. Parce que la suure nous permettait de nettoyer les pièces qui avaient été passées à l'acide. Ici, au coin, que je me repère, là, au coin là, ici, on ne le voit pas sur la photo, mais il y avait des vannages. Et ces vannages servaient à faire tourner une turbine pour fournir l'électricité à l'usine. Alors ça, cette photo, c'est l'entrée de l'usine, l'entrée principale. Et le bâtiment que vous voyez là, ici, là, qui est complètement détruit maintenant, ce qui est fort dommage d'ailleurs, c'était l'ancienne fonderie. Et elle avait un double toit, un tout petit toit en dessus et un autre par-dessous, de façon à laisser passer les fumées par le haut. Et dedans, il y a des photos où la fonderie se faisait dans des, comment je pourrais vous dire moi, des espèces de jarres en terre. C'était pas des coulées comme on en connaît maintenant. Et ils avaient des grandes pinces en bois, ils coulaient ça, et hop, ils coulaient le laiton. Alors ça, c'était les années 1900. Hein. Je crois qu'on était les derniers hommes de Cro-Magnon. On imagine Germinal, c'était pareil. Au niveau travail, il y avait du travail, puis l'ambiance était extraordinaire. Bon, c'est comme dans toutes les boîtes, hein. Les bonhommes, ça s'engueule, mais ça se passait toujours bien. Et puis, par contre, c'est vrai que quand on avait fini la journée, elle était finie. On faisait pas des polis de notre corps quand on avait fini, parce que on était bien crevés, hein, on était morts sur les rotules. C'était un travail, mais incroyable, très très dur. Mais on avait tellement l'habitude. On était des machines, hein. On était habitués. Hein. Mais il y avait des monstres, des gars qui travaillaient, c'était des monstres, des bosseurs, Quand on les connaît, on dit, là, c'était des sacrés roublards, les gars. Mais, vous savez, c'était comme une finesse, ma biche. Les gars disent, oh non, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah non, ça marche pas, puis, et ça marchera pas. Et il y a longtemps que ça marche pas. Hein. C'est quand on voyait ça, il dit, et non, qu'est-ce qu'il le fait? Ça, c'était des anecdotes. Mais bon, quand il fallait travailler, hein. C'était ça. Le matin, il y avait un rituel aux usines de Navarre. C'était 2 femmes, les ouvrières. Ils avaient un temps alloué pour aller distribuer le thé ou le café dans les ateliers. C'était un café qui tenait la route, on était tranquille, on n'était pas prêt de dormir. Quand on avait bu ça, mais bon, c'est bien dommage d'avoir laissé cette usine en abandon. Surtout encore certains bâtiments qui étaient quand même beaux, parce que dans le temps, bon, je ne l'ai pas connu, hein, c'est par mes anciens, il y avait quand même une salle de bal. Non, mais voilà, c'était une usine extraordinaire. Dites-moi tout ça, à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand je suis rentré, bon, bah, c'était Valette. Et quand on prend un peu d'ancienneté, et que nos usines de Navarre, on avait un CE, c'est vrai, qui est assez incroyable. C'était le moment des premiers magnétoscopes. Et qui dit premier magnétoscope, bien sûr, les CE en ont profité au niveau des prix, et surtout au niveau des cassettes. Sachant qu'il y avait des prix qui étaient assez bénéfiques au niveau des cassettes, continuellement, comme j'avais mes jeunes enfants, au niveau cassette de dessin animé, j'enregistrais beaucoup. Et au bout d'un moment, j'allais toujours au CE pour chercher des cassettes. Ah, les gars, bien sûr, ils disent, oh putain, cassette, tu commences à berger, hein. Toujours des cassettes. Et le surnom est arrivé, on m'appelait Cassette. À la fonderie, alors, quand on regarde là, elle était par là. Fallait traverser la rue, donc la fonderie était là. La fonderie, à un moment donné, ils ont creusé, et ils voulaient faire ce qu'on appelle une coulée semi-continue. C'est-à-dire faire des billettes de 6 mètres de long. Donc 6 mètres de long, il fallait
avoir un vérin qui fasse 6 mètres, plus les 6 mètres, donc ils creusaient à 12 mètres de profondeur. Et quand ils ont creusé, ils sont tombés sur l'ancien cours de Lyton. Parce que Lyton, il n'a pas toujours été là où il est. Ils sont tombés sur l'ancien cours. Et là, en plus, il y avait plein de sable. Donc l'eau, il y a quand même de l'eau arrivée, et puis ça... Il a fallu faire appel à un ingénieur de mine pour colmater ça. Et à la fonderie, à une époque, alors ils l'ont retrouvé, mais à une époque, il y avait même un câble 12 000 volts qui passait sous le sol, ils ne savaient pas où il était. Donc il a fallu arrêter l'usine pour que l'EDF vienne débrancher tout ça, arrêter l'électricité de tout le quartier pour voir où il était, puis elle le couper, quoi. Et en face de l'usine, c'est pas tout à fait l'usine, mais en face de l'usine, là où il y a la fonderie, quand ils ont refait la route, tout à l'égout dans la route, je ne sais pas si vous voyez, il y a une porte métallique, et là il y avait un cimetière. Donc voilà le plus gros du sous-sol de l'usine de Navarre, à cet endroit-là. De l'autre côté, c'est beaucoup plus récent. Le côté qui date des années 1800, c'est là. Hein. C'est le bâtiment aux abeilles, c'est là. Ça, c'est une vieille photo. Merci Ben. Hein. C'est des photos qui ont été faites après la guerre à la demande de M. Bertrand Dupouget par avion. Alors ça, c'est historique parce que Navarre, c'est quand même une usine historique, il ne faut pas oublier. C'est d'abord et avant tout l'histoire. Qu'est-ce qu'on a ici? On dirait 1905. 1838. Ouais. Je sais que c'était une des plus anciennes de la ville d'Évreux. Enfin, M. Dupouget nous a toujours dit, parce que j'ai connu le grand-père Dupouget, Bertrand Dupouget et Laurent Dupouget. J'ai travaillé avec les trois générations. Les bureaux. Les bureaux? Oui. Ça, c'est une autre entrée de l'usine, parce que dans les entrées, c'est une autre entrée de l'usine. C'est l'atelier, ce qu'on appelait du barreau feuillard. Et ici, vous avez l'ancien bâtiment qui avait une cheminée en hélice. Alors ça existe encore. Hein. Dans un autre endroit, vous n'avez pas les photos là où il y avait le laminoir. Le laminoir, ils avaient acheté un laminoir aux Allemands. Ils avaient creusé sur, je crois, de l'ordre de 4 mètres de profondeur. Pourquoi? Parce qu'il y avait des cuves pour mettre des produits pour refroidir le laminoir. Et là encore, ce n'étaient pas des endroits qui étaient faits avec du béton vraiment spécialisé pour éviter les fuites. Bah, là aussi, il y a des fuites. C'était sale. Les murs peints en noir jusqu'à 2 mètres de haut. Ah oui, parce que c'était pas salissant. Avec les machines avec les courroies, ce qui fait qu'on ne voyait pas grand-chose là-dedans. Un bruit infernal. Et la plupart des femmes qui travaillaient là, souvent, c'était des célibataires ou des veuves. Et beaucoup, il leur manquait au moins un doigt. Parce que la sécurité sur les presses, à une époque, ça laissait plutôt à désirer. Il y a eu des bouts de doigts de coupés. Moi, j'en ai ramassé plus d'un. Et le pire c'est un garçon qui a eu 4 doigts. J'ai récupéré ça. Ouais. C'était la réclame qu'ils faisaient pour leur fameux réchaud. 1 litre d'eau en 5 minutes quand même qui fait bouillir. Hein. Vous savez, les journées, elles étaient toujours plus ou moins égales à elles-mêmes. Les gens arrivaient, il y avait des 2-8, des 3-8. Il y avait des gens de journée. Quand je suis arrivée à Laval, le sentiment qui m'a le plus choqué, c'est on est dans les maisons d'usine, on vit dans les maisons d'usine, on se marie dans les maisons d'usine et on meurt dans les maisons d'usine. Tout ça, c'est les maisons qui appartenaient à l'usine. Donc ils logeaient les employés de l'usine. Toute la route dernière là, qu'il y a le long du canal, là, parce que ce canal-là, il n'existait pas. C'est Bertrand Dupouget qui a fait faire ce canal-là pour alimenter la rivière, pour faire l'électricité à l'usine. Comme ça faisait l'hydraulique. Et avant, bien avant, mais j'ai connu des gens qui ont connu la piscine de Navarre. Il y avait une piscine dans l'usine pour les ouvriers. Ah oui, mais alors c'était une piscine, ça n'avait pas été creusé pour faire une piscine. C'était un bac, je ne sais plus trop pourquoi faire, et ils l'avaient rempli d'eau et ils en avaient fait une piscine. Plonger, nager, parce que c'était assez grande et assez profonde. Hein. Les gens étaient heureux de venir travailler. C'était une autre époque. Finalement, Navarre, c'était les usines. Les vieux habitants de Navarre s'en souviennent encore. Depuis les années 30, c'est devenu une fonderie, avec sa fumée qui sortait, donc qui rythmait la vie à la fois de l'usine et du quartier. À l'époque, il y avait également une desserte par le train qui arrivait jusqu'à Navarre. Moi, j'ai connu Navarre quand j'étais jeune, c'était vraiment un village. Les gens, d'ailleurs, l'appelaient le village. Juste une petite anecdote.
On avait des lampes à pétrole hein, qui étaient beaucoup utilisées en Guadeloupe, en Martinique et surtout dans les pays africains. Ben oui, c'est autonome, hein, vous mettez du pétrole et puis vous pouvez l'allumer un petit peu n'importe où. Et puis une fois en Martinique ou en Guadeloupe, je me souviens plus trop, mais enfin bon, il y avait des fuites, ils fuyaient. On ne veut plus de vos réchauds abeilles. Bon, bah, on a la marque Celsius. C'était les mêmes, mais enfin bon. Vous avez la même chose à l'heure actuelle. Hein. On change la marque et on recommence. Alors lampe pigeon, on avait acheté le modèle déposé à un petit sous-traitant de Besançon. Et la marque pigeon, c'est pas n'importe qui. On ne fabriquait pas des vraies lampes pigeon parce que la lampe pigeon, sur la queue de la lampe pigeon, la vraie, vous l'avez acheté une un jour, c'est marqué une prime de 1000 francs est accordée à celui qui fera exploser la lampe. Alors il y a sûrement beaucoup de gens qui vont la faire péter et puis bon. Donc on avait supprimé cette marque. C'est comme ça qu'on reconnaît une vraie lampe pigeon d'une plus récente. J'avais proposé une fois les lampes pigeons de mettre non plus le pigeon dessus mais une tour Eiffel, prendre un particulier, prendre une camionnette puis aller au bord de la tour Eiffel puis vendre des petites lampes. Ils en auraient vendu comme des petits pains. Mais bon, c'est pas ça qui va sauver l'usine. Alors maintenant tout ça où est-ce que c'est disparu? La lampe pigeon je ne sais pas trop. Mais la partie pommelle, etc., c'était un petit sous-traitant du côté de Conches qui avait racheté ça. Tout le reste a disparu. Qu'est-ce qu'on avait dans le personnel navarre? Il y avait bien sûr des gens de Navarre, mais il y avait aussi des harkis, des anciens harkis, qui bossaient mais comme les autres, hein, aucun problème. On avait beaucoup de Polonais. Alors il y avait aussi beaucoup de, excusez-moi le terme, enfin d'alcooliques. Ça, malheureusement, à la fonderie, pourquoi ils étaient alcooliques? Tout simplement parce que quand vous êtes en face d'un gueulard, vous avez de la matière à 1080 degrés, qu'il faut prendre ce qu'on appelait une mouvette pour le tourner, parce qu'on mettait le zinc au dernier moment, il faut tourner. Chaleur, fumée, et ben, ça donne soif. Et malheureusement, il ne buvait pas de l'eau, quoi. Bon. Alors là, c'était le four. Ça tombait dans ce qu'ils appelaient les lingotières. Et ici, en voie directe, dans, comme je vous expliquais, des cylindres pour les refroidir, quoi, dans les tons. Et ça s'appelle? La coulée semi-continue. C'est la fonderie, quoi. Ah, c'était bonne ambiance. Ah ouais. Elle était bonne, pourquoi? Parce qu'il y avait M. Dupouget et Paris. Petite anecdote de la façon dont on pouvait travailler à une époque. Sur une machine à dé à coudre, pour faire ce qu'on appelle la piqûre autour du dé à coudre, c'était une dame qui appuyait sur une pédale pour faire avancer la molette. Je me rappelle toujours, une Polonaise, gentille comme tout, puis un jour elle part à la retraite. Normal, hein. Ils mettent une petite jeune à la place. Et puis elle pleurait. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez? Oh, c'est dur. Ce coup, comment que ça se fait, ça? Ben oui, la dame, avant, avait des jambes comme ça, donc elle était bien musclée, il y avait le poids, et hop, ouais. Mais elle, la petite jeune, hein, elle avait mal à la jambe au bout de la journée, hein. Et là, on a mis un vérin pneumatique. Mais vous avez plein d'anecdotes comme ça, les gens ne se plaignaient pas. J'ai découpé beaucoup les dés à coudre, puis je les marquais aussi. Le numéro sur le bord du dé, 4000 dés à l'heure, pour gagner sa vie. Ah oui. Avec la pédale, là. Il fallait y aller, hein. La pédale et la main. Alors les dés à coudre, bon, bah, c'est un truc qui est très très vieux. Hein. On les vendait par 12 et dans un colis 12 x 12. Et on appelait ça une grosse. C'était 144 dés. Et alors des dés à coudre, on en fabriquait, que je ne vous dis pas de bêtises, moi à mon époque, on en fabriquait je crois de l'ordre de 3 millions par an. J'ai amené une petite photo. Alors là, est-ce que c'est vous? Que je voyais de près. Bah oui. Là, c'est vous. Ah oui. Je ne me rappelle plus parce que c'est les premières années que je suis rentrée à l'usine, ça. Et là, il faisait froid là-dedans. Ah oui. Oh, qu'est-ce qu'on a eu froid. Très, très froid. Et ça, c'est des lampes pigeons ou pas? Oui. Oui, c'est des lampes pigeons, ça. Et donc, la journée, vous faisiez la même tâche? Pas toujours. Non. On changeait de presse. Ça dépendait de l'urgence des pièces qu'on faisait. Alors des fois, c'était pressé, on repartait sur une autre presse et puis après on revenait prendre l'autre. Oui, c'était tout le temps comme ça. Et vous aviez des chefs, des responsables aussi? Ah oui, 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 oui. Ah oui, j'en ai eu un qui a été très longtemps, monsieur Auguste Levasseur. Puis après, il a pris sa retraite et après, ça a été monsieur Raymond Pruvot.
Dit-on qui passe dans l'usine de Navarre, je crois qu'il doit y avoir 3 vannages. Et entre les vannages, il y a des poissons. Et M. Dupouget faisait des fois des pêches électriques. Donc la pêche électrique, c'est pour assommer le poisson. Il ne meurt pas, il l'assomme. Et il sortait de là-dedans surtout des anguilles, énormément d'anguilles. Et il les distribuait à tout le personnel. Et un peu bon. Et il restait des truites. Alors les truites, bon, il y en avait qui allaient dans les assiettes des ouvriers. Hein. Et il y en avait qui faisaient 1 mètre de long. Hein. On les avait avec ce qu'on appelle des fouines. C'est une espèce de trident. Puis, tac. Parce que moi, avec mes collègues, on a vu le premier, vous savez, le festival du rock. Ah oui. On l'a vu, les premiers. Et on a même vu un détenu se sauver, un détenu d'Évreux. Et je peux vous dire que ça fait peur. Parce que le gars, vous avez vu la porte de la fonderie, hein, la grande porte en ferraille. Ben imaginez que le mec, il l'a quand même sauté. Putain, on s'est dit, merde, il était croisé qu'un kangourou, celui-là. Moi, j'aurais toujours respecté ce père Dupouget, avec cette femme, Monsieur le Comte, mais c'était... C'était le baron Dupouget. Oui, baron. Mais c'était le seul qui avait dit, parce que lui, il avait fait il était pilote de bombardier, père Dupouget. Et c'est le seul qui a dit, si un jour il y a quelque chose, l'usine, on la détruit. Parce que vu que c'était une fonderie, il était sur les forteresses, il était sur les forteresses. C'était pas le petit, le petit patron. Lui, non, chaque fois qu'on allait chez lui, on avait toujours le café, bien arrosé. Parce qu'il passait plusieurs fois en avion par-dessus l'usine, hein, avec les Anglais, et il dit, j'ai regretté de ne pas avoir jeté un obus là-dessus. Mais comme il y avait du personnel, il ne pouvait pas, hein, il aurait tué les Français, quoi. Mais il y avait pensé. Hein. Alors, quand il est arrivé donc, en Grande-Bretagne, donc il a été dans la Royal Air Force comme copilote. Et c'est comme ça qu'il a connu beaucoup de personnages, comme par exemple M. Chaban-Delmas. M. Dupouget-Bertrand avait le bras long, le bras très long dans ce domaine. Alors là, il est où, M. Benoît. Bertrand Dupouget? Tu peux me montrer où il est sur... Il est là. D'accord. Il est dans l'avion. Il avait un surnom, on l'appelait Blanc-Blanc, parce que tout jeune, à 20 ans, il avait déjà les cheveux blancs. Je répète que, en ce qui concerne l'usine Navarre, M. Dupouget-Bertrand, c'était un homme très, très, très humain. Alors, juste un très, très court historique. Les usines de Navarre étaient considérées comme des usines stratégiques. Pourquoi? Parce qu'on y fabriquait des corps de grenades offensives en alu et des percuteurs d'obus en laiton. Mais ils fabriquaient aussi du laiton, du laminé laiton. Donc avec laminé laiton, on fait quoi? On fait les douilles d'obus, là, cette fois. En 1939, les Allemands ont mis en place ce qu'on appelle le STO, service travail obligatoire. Et ça, c'était pour des volontaires. À partir de 1942, les Allemands se sont éparpillés un petit peu partout et ils ont surtout eu besoin d'hommes. Et surtout des techniciens de type tourneur, fraiseur, etc. Bon. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec un camion. Alors quand on regarde le bâtiment aux abeilles, il y a une grande porte. Et sur la gauche, quand on regarde en face, sur la gauche, il y avait ce qu'on appelait l'atelier de précision. En fait, c'était un atelier pour faire des outils de découpe. Et là, il y avait des tourneurs, des ajusteurs, des fraiseurs, des rectifieurs, etc. Donc un jour, il y a un camion allemand qui s'est amené là. Et hop, tous les gens qui étaient dans l'atelier, dans le camion, direction Essen, donc en Allemagne. Essen étant le cœur du groupe Krupp. Et Krupp, c'est lui qui faisait les marchands de canons des Allemands. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés là-bas. Donc ils ont été considérés comme des STO cette fois, mais réquisitionnés. Ce n'était pas de leur faute. Hein. Mais ils ne sont pas venus à l'intérieur. Ils sont juste venus chercher des techniciens pour aller en STO, et puis des gens, des bureaux et autres, pour aller travailler, pour aller boucher les trous, etc. Dans l'usine, ils n'ont pas mis les pieds. Et l'usine tournait encore ou pas cette oui, elle a tourné pendant toute la guerre. Ils continuaient par exemple dans la section où moi j'étais, dans la découpe, enfin aux petits produits, ils continuaient à faire des dés à coudre, des charnières, pas mal, des lampes, il n'y en avait pas encore à l'époque, les lampes pigeons et autres, il n'y avait pas. Donc les corps de grenade en alu, les percuteurs, et même à une époque, ils ont fabriqué des tiges de parapluie. Les corps de grenade, ils allaient à Bourges. À Bourges, il y a une entreprise qui remplissait, qui finissait ces grenades-là. C'est des grenades offensives, hein, pas défensives, offensives. Le deuxième fait, les patrons de l'usine Navarre, ils n'étaient pas trop pour les Allemands et les nazis. Donc ils avaient caché, ils avaient jeté des billettes, ce qu'on appelle des billettes. C'était des cylindres d'environ 500 de long,
par 150 de diamètre près, mais c'est que du laiton. Ils avaient chez ça dans l'iton. L'iton, à l'époque, n'était pas faucardé. Le faucardé, c'est l'herbe hein, qui est dans le fond de l'iton, ça n'avait pas été coupé. Donc les billets tout fait là-dedans, on ne voyait plus rien. Pour pas que les Allemands les prennent pour eux, pour faire des obus pour eux. Mais bah, ils ont été mouchardés. Eh oui. Donc les deux patrons, le grand patron du Pouget et Raymond Paris à l'époque, Raymond Paris s'est retrouvé en prison. Il a été libéré rapidement, mais il s'est retrouvé en prison. Et Bertrand du Pouget, lui, est parti en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il s'est donc retrouvé dans la Royal Air Force. Pourquoi? Bah parce que quand il était avant sur Évreux, plus jeune, il faisait de l'aviation amateur sur la base d'Évreux. Donc il savait un petit peu piloter ou copiloter un avion. Donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la Royal Air Force. Et enfin, en 43-44, quasiment à la fin de la guerre, là, il y avait des bombardements alliés. De plus en plus de bombardements alliés. Donc ils bombardaient quoi? Ben, ils bombardaient tout ce qui était stratégique. Hein. Les gares, les carrefours routiers, mais aussi les petits aérodromes. Et en particulier, il y en avait un à Saint-André-de-l'Eure. Et c'est les Allemands qui allaient là-dessus. Donc ils bombardaient. Une bombe, ben, ça fait quoi? Ça fait un gros trou. Hein. Donc ils venaient chercher des gens à l'usine de Navarre, cette fois-ci n'importe qui, pour boucher les trous là-haut. Une fois les trous bouchés, les gens ils revenaient travailler. Voilà, grosso modo, tout ce qui a pu se passer, il y a peut-être une autre chose que je ne connais pas, bien entendu, mais les faits les plus marquants de l'usine Navarre. Et Dupouget était administrateur aussi des mines de Salsigne, dans le milieu de la France. Et dans cette mine, il sortait de l'or. Alors, il sortait surtout de l'arsenic. De l'or, l'arsenic, c'était pour les industries pharmaceutiques. Et puis l'or, bah, pour l'État, quoi. Alors, il sortait, je crois, à l'époque, 1 tonne d'or par an. Alors, l'USMECO était une petite entreprise donc, qui appartenait aussi à Dupouget. Alors là, il faisait surtout des boucles de ceinture, des trucs pour les porte-jartelles, et des agrafes de soutien-gorge, etc. Il travaillait là-dessus. Et il y a eu une mode à une époque où il y avait, je pense que tu es trop jeune pour te rappeler de ça, il faisait des colliers en acier, des ceintures en acier, des trucs comme ça. Donc l'USMECO faisait ces boucles-là, découper les pièces, c'était de la ferraille. Et pour qu'ils soient durs, qu'on puisse les polir, parce que c'était poli, ça brillait, c'était chouette, hein. On mettait ça dans des bains de cyanure. C'était des boules de cyanure comme des œufs de poule. On mettait ça dans un four chauffé à 800 degrés, trempait les pièces dedans. Ah oui, et j'ai connu la même chose, moi, ce qu'on appelle USMB, usine métallurgique de la Bonneville. Ils avaient des fours de trempe, alors cette fois-ci pour l'acier, avec du cyanure aussi. Moi, quand j'avais des filières pour le barreau à tremper, j'allais à USMB pour les faire tremper. Alors USMB, eux, c'est pareil. C'est une vieille entreprise, un peu avec un patron un peu comme M. Dupouget, qui a périclité assez rapidement, et il travaillait pour BIC. C'est eux qui faisaient toutes les matières pour les BIC. Et donc c'est Tréfi Métaux qui a arraché ça et qui a mis ça à Dives, dans leur usine de Dives. Et c'est là qu'ils ont fermé aussi. Médaille d'honneur du travail. Oui. Ministre du Travail, 1997. 30 ans de travail ou 38 ans 38 ans, je crois. Oui, c'est vrai qu'on restait longtemps dans les usines. Dans les usines, hein, j'ai travaillé quand même 38 ans passés là-bas. Et donc au barreau, il y avait la presse de 17 tonnes. Là, ouais. D'accord. Ouais. Et cette presse, vous voyez qu'elle a une histoire. De ce que j'ai entendu par les anciens, ça aurait été un dédommagement de guerre offert à Bertrand du Pouget. Et elle vient du Pacifique. Un bateau qui a été coulé avec cette presse dans le bateau. Ils l'ont récupéré, ils l'ont rapatrié en France. Peut-être qu'on m'a raconté un gros canular. Les gens que j'ai admirés aussi dans cette usine, ce sont les femmes. Parce que l'hiver, le samedi et dimanche, l'usine n'est pas chauffée. Donc les filles, malgré tout, il fallait qu'elles prennent des pièces froides avec les mains, pleines de gras. Et fallait qu'elles travaillent. À l'époque, c'est pas comme maintenant. Hein. Alors le labo, c'était surtout pour le laiton. Ils faisaient de la bonne qualité. C'est ça qui est terrible d'ailleurs. Les gens, ils donnaient tout leur cœur dans l'usine. C'était leur usine. Moi j'en ai un bon souvenir. Personnellement, j'en ai un bon souvenir. Moi, j'ai aussi trouvé ma femme. Ça se faisait beaucoup, ça, dans les entreprises à l'époque. On pourra en parler des jours. Hein. C'est toute une vie. Hein. C'est toute une vie. C'était une bonne usine. C'était une usine familiale, disons. Mais je me rappelle, mon grand-père me disait que pour rentrer aux usines de Navarre, il fallait avoir l'accord du curé. Chacun faisait son petit boulot, voilà. Ouais, c'était une bonne époque. On était contents de venir travailler. De toute façon, il fallait venir travailler. Mais on n'y allait pas à reculons. Il y avait M. Bernard, directeur. Ça, c'était un bon directeur. Tous les matins, il passait dans les ateliers avec son petit calepin.
est marqué. Et il y en a plus d'un qui a voulu hier récupérer son petit calepin pour savoir ce qui est marqué. Il doit coûter cher. On a fini à 40 ouvriers. On connaît la suite. Ça a fermé. Cet entrepôt a été racheté par les Anglais, qui eux, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient le portefeuille de l'usine, la clientèle. Le reste s'en moquait complètement, ça vaut rien. Une fois qu'ils ont pris le portefeuille, qu'ils se sont implantés en France, là, on ferme définitivement. Donc, je me présente, je m'appelle Dominique Lecomte. Je me suis retrouvé en 1998 aux usines de Navarre. On avait une petite équipe d'une dizaine de personnes. Les gens faisaient attention à ce qu'ils faisaient. Les gens étaient dans un état noir. C'était un peu du Zola. Et après, en 2000, de mémoire, ça doit être 2004, l'usine de Navarre était contrainte de fermer définitivement. Donc après, j'ai demandé à l'administrateur si je pouvais racheter un parc machine. Le parc machine que j'ai racheté aux usines de Navarre date des années 50. Quand vous modernisez, vous vous affinez. Et nous, on est devenus affineurs sur ce marché. Nous, on cherche la précision. On fait du hors norme chez nous. Donc, on a redonné une deuxième vie à ces machines qui sont fiables. Oh, les quartiers rouillés de pluie et leurs grandes rues, et les femmes et leurs guenilles apparues. Au carrefour, portes ouvertes, les bars, laitons, cuivre, miroirs à gare, dressoirs d'ébène et flacons folles, d'où l'huile, l'alcool et des gens sous, debout. De grands marteaux monumentaux broient des blocs d'or sur des enclumes. Sous de grands toits où scintille le verre, gronde au fond des cours, toujours les haletants battements sourds des usines et des fabriques symétriques.